Top. Bonjour, bonsoir, bienvenue à viewers, vieweuses, Gelu, Adibou, Blacklist et Bug de connexion. Comment allez-vous ce soir, messieurs? On se retrouve pour une deuxième partie du podcast, pas du tout, du stream sur le Bug Bounty. Comment ça va? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez eu des galères? How's life? Moi ça va bien, la vie est belle. Je me suis pété le dos, mais mis à part ça va bien. Ouais. Moi j'étais malade tout le week-end, mais ça va mieux. Ok. Avez-vous un sinistré déclaré peut-être? Les deux hommes cassés quoi. Non, bah moi ça va, une plutôt belle journée. Hein. Nice. J'ai pas eu le temps de faire le dernier test de son Blacklist. Est-ce que tu peux me faire un tout petit coucou un peu en boucle? Je sais que j'abuse, mais au moins ce sera clean pour le reste. Coucou. T'es clairement bas par rapport aux autres. Bon. Non, tu continues à me faire des coucous. Et tu rajoutes des hiboux un temps sur 3, s'il te plaît. Vas-y. Coucou, hibou. Coucou, hibou. Excellent. Hibou. Merci, je pense que c'était bien nécessaire. Les gens diront, et je pense qu'ils apprécieront le coucou hibou. Top. Alors, moi je viens aussi. J'ai passé une journée un peu chargée comme d'hab, mais on a plein de choses à vous montrer. On avait déjà fait la partie un petit peu cadrage, le bug bounty, le quoi, le pourquoi, le comment, les autours. Et là on a dit que c'était l'épisode dédié à la technique, la truanderie, et on va quand même caler un bon tiers d'éthique, on va essayer. Comme d'hab. Alors, scène avec le screen. Bam. Comme dit, on avait déjà couvert un peu la partie humain, qui sont ces messieurs. Donc si vous avez miss, il faudra regarder les replays et retourner voir la partie. Donc qui sont ces messieurs? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils le font? Donc concrètement, on a dit qu'on avait 2 temps plein bug bounty et un Gelu employé et bug bounty en side. Globalement, c'est tous par passion, un petit peu par recherche de l'exploit et un aspect monétaire non négligeable, tant qu'à faire. Point de vue contexte du bug bounty, la partie légale administrative, on a couvert, on avait dit des SASU, des URL, des choses comme ça. Thune Fame Jalousie, vous aviez dit que vous aviez 2 sur 3 choose wisely. Et communauté, on avait terminé, donc abordé un petit peu le fait de n'être seul ou en groupe, la santé mentale, les LHE, la méta des LHE pour essayer de se faire inviter, mais pas cramer ses points de karma, tout ça. Et on avait conclu sur les VDP, les publics, les privés, qu'est-ce qu'il fallait choisir, pourquoi, comment et comment ça se répartissait. Et donc il nous restera la partie technique, les edge cases. Donc vous allez voir, c'est une catégorie assez fourre-tout, mais c'est toutes les autour, la communication, la manière d'aborder, le disclose des failles au programme en essayant d'augmenter la criticité, de ne pas se faire niquer sur les rewards, etc. Mais tout en restant éthique, évidemment. Et enfin, on aura des petits closing words sur les meilleurs conseils pour les nouveaux, pour les anciens. Mais donc, toute cette partie-là, technique, qui va être la majorité ce soir, on va parler, on va montrer, on va toucher des bugs, et avec consentement, évidemment. Sinon, on ne touche pas les bugs. Ça repart sur la bonne scène, que voilà. Et donc, on en était, la technique. On rentre directement dans le dur. Comme des salles. Tu veux pas qu'on revienne d'abord sur la partie bug bounty privé et bug bounty public qu'on avait abordé la dernière fois, en fin de stream? On peut dire quelques mots pour récap et repartir de ça si tu veux. S'il y a des petites choses qui voulaient être rajoutées, carrément. Et ensuite, promis, on fait des vraies choses. Y a pas de soucis, c'est juste que moi en fait j'ai eu des questions du coup après suite au live, ouais, carrément. Un petit peu sur comment on choisit vraiment un programme, etc. Ce qu'on avait dit, c'était surtout un programme qui vous intéresse, qui paye plutôt bien, parce que si vous allez sur les programmes publics, vous allez potentiellement passer du temps dessus, comme c'est des gros scopes, donc c'est intéressant d'avoir des bounties qui payent bien. Typiquement là, je suis sur une conversation avec quelqu'un qui me demandait un petit peu comment choisir. Moi, je disais qu'Epic Games, c'était un bon choix pour commencer. Le scope est très large et bon, en informatique, souvent une passion commune qu'est les jeux vidéo. Pas pour tout le monde, mais c'est quand même assez large. Donc du coup, ça peut être intéressant de commencer là-dessus. Je sais pas si Daniel, toi, t'aurais des programmes à recommander pour les débutants. Pour moi, c'est pas une bonne idée de recommander des programmes. Je pense que c'est vraiment au feeling. En tout cas, moi, ma façon de faire, c'est vraiment au feeling. Moi, ce que je conseille, c'est juste trouver des programmes qui matchent vos critères financiers, qui matchent les technos que vous avez envie de tester à un moment donné. Et si vous aimez bien ce programme, si vous vous ennuyez pas dessus, retournez-y.
retournez-y, enfin, hackez dessus pendant un bon moment. Quand vous commencez à être un peu saoulé, vous en avez un petit peu marre de ce programme, passez à un autre, mais retournez-y plus tard. Prenez-vous 5-6 programmes comme ça, faites un cercle avec, et ça, ma foi, il n'y a personne qui peut vous dire sur quel programme aller, sur lesquels vous allez avoir du fun ou quoi que ce soit. C'est vraiment un choix qui est personnel. C'est vraiment le conseil que j'ai le plus entendu de personnes différentes, et en particulier des gens qui ont un peu déjà d'expérience dans le milieu, c'est lâchez pas un programme. Passez dessus si vraiment vous ennuyez pas, ouais, si vous ennuyez, next. Mais s'il y a des petits trucs, s'il y a de la curiosité, passez du temps dessus, parce que plus le scope est maîtrisé, plus il va se faire retourner. J'étais un peu sceptique, parce que clairement le conseil, celui-là je l'ai entendu un certain nombre de fois, et force est de constater que ça marche sûrement pareil pour un programme open source que vous essayez de poncer. Essayez de faire une petite faille, ça marche bien, mais quand vous commencez vraiment à connaître un framework, arriver à le pousser dans ses retranchements, avoir un petit peu de tooling spécifique à ce framework, donc vous, ce serait à ce programme, ou en tout cas des wordlists, ou avoir compris comment je sais pas, quels sont les technos de l'infra, comment arriver à rebondir d'une ressource à l'autre, ça permet de choper du critique à chaque fois, je présume, ça permet de chaîner des petits bugs mineurs qui seraient même pas vus comme des bugs sur certains autres programmes. C'est clairement le conseil qui reste, j'ai l'impression. Et le pire conseil, disons que plus t'as la connaissance. Là, on a un pire conseil, qu'est-ce que ça pourrait être? D'attendre d'avoir des programmes privés. Je pense que ça, c'est le pire des conseils. Faire. Ouais. Un petit avis sur les scopes définis, où tu as vraiment juste 2-3 domaines, ou les scopes wildcard pour du débutant ou pour du expert. Hein. Ouais, moi, vraiment, j'ai une préférence pour les grosses applications et potentiellement, là où il va y avoir beaucoup de choses. Si le scope, au final, il y a juste une URL, mais que c'est une grosse application, pour moi, par exemple, ça va m'intéresser. Mais je sais que si derrière, je me retrouve avec 3 domaines et que il n'y a pas grand-chose derrière, je vais vite lâcher le truc, quoi. Ok, donc toi, peu importe le nombre de domaines, tu veux juste que ça foisonne, quoi, qu'il y ait du bordel. Ouais, c'est ça. Et les scopes en étoile, en final, c'est la même chose. Moi, je regarde juste les grosses applis qu'il y a dessus, et puis le reste, ça passe à la trappe, quoi. Make sense. Ouais, en vrai, je pense que c'est assez difficile de faire une réponse générique sur ça, puisqu'en fait, chacun va trouver un intérêt là où d'autres vont pas le trouver. Typiquement, pour prendre un exemple, alors je recommande pas de le faire, je pense que je loupe des bugs, mais typiquement, quand je croise un WordPress, généralement je passe à un autre site et en fait je connais d'autres hunters qui quand eux voient un WordPress vont le penser à fond et vont reproduire en local, aller chercher les plugins, etc. Et typiquement c'est là où eux vont scorer des bugs. C'est pas forcément une histoire de compétence ou autre, c'est juste une histoire d'intérêt en fait pour la target. Ouais. Et donc en fait chacun va trouver lecture de code, plugin, essayer de choper ça peut. Sinon, c'est blasant si tu vois que tu as les mêmes 3, 5, 10 plugins qui sont en top. Je sais pas, en top 100 des plugins WordPress. Flemme. Ouais, mais il y en a qui vont s'y atteler. Typiquement, il me semble qu'il y a pas si longtemps, ça doit peut-être faire maintenant quelques mois, voire années, mais une XSS sur Elementor qui a popé comme ça, qui est exploitable non authentifié. Pour rappeler que Elementor sur les sites WordPress c'est présent, je vais pas donner de stats aléatoires, mais en tout cas c'est très très utilisé et typiquement c'est le genre de plugin dont beaucoup de personnes se sont dit ouais non j'aurais pas de XSS obvious dans ce plugin et finalement si. Attends, il y a à partir du moment où il y a des RCE à base de point virgule ID dans F5 qui est le gros WAF plus point d'entrée de réseau. Il faut juste arriver, regarder au bon moment, après un patch un peu douteux, ou avoir une approche un peu différente. Moi, ce qui m'avait régalé, vous voyez quand Synactive a ressorti le tooling pour toute la partie blind file read. Il y a plein de frameworks qui n'avaient pas été trop regardés, plein de syncs qui n'étaient pas regardés, tu sors une nouvelle technique, et d'un coup, tu as plein de frameworks qui étaient jugés safe, qui se chopent un bug, un bout d'exploit chelou qui était pas exploitable avant, et là, bam, tu as tout un tas de chaînes qui s'ouvrent, et ça met des grosses claques au framework. Mine de rien. Précise quand même que c'est pas Synactive qui a trouvé la technique à la base. J'ai dit qu'il a sorti le tooling. Je suis bien d'accord, j'ai dit qu'il a sorti le tooling. Attention. Blacklist saura peut-être mieux que moi qui c'était le nom, mais c'était pour un CTF quoi. Ouais. Putain, en plus ça date, les premiers exploits pour celui-là c'était... Il me semble que c'était Hkitten. Ouais, c'est ça, Hkitten.
exactement, ouais. Joli. Mais il y avait aussi eu une collision partielle avec le taf de Ginvael sur tout un tas de fuzz avec des filtres. Mais peut-être que lui, il avait déjà quote. Oui, je sais c'était plus. un vieux truc qui datait de 2016, je crois, en plus, son article, non? C'est ça. 2016, c'est quoi? C'est quelques années après le début de la sécurité en France, non? Et il y a eu un drama en plus avec ça, avec le tool de Synactive, je crois, si je me souviens bien. Ah ouais? Soi-disant qu'ils n'avaient pas cité quelques sources, j'en étais pas content. Celui-là, c'est celui de l'Exfo. Ah, celui de l'Exfo, en Ouais, effet, c'est celui c'est ça. Ouais. de CFREA, là. C'est ça, Où il y qui a avait le mec réutilisé qui la est venu méthode des- du coup. Ouais, l'autre était venu se plaindre. Mais c'est pour quelque chose d'un peu différent. C'est pour forcer un PHP filter à avoir un préfixe bien particulier pour pouvoir RCE quand tu as du write. Ou des C'est choses vrai. comme ça. Ah, il y avait déjà eu un pré-article pour du préfixe et suffixe? Oui. Parce que pour le coup, moi, je Plus l'ai ou moins sur découvert un avec le write-up, lin. quoi. Plus ou moins sur Ouais. un write-up de CTF, il y avait un gars qui avait dit ah bah moi dans mes recherches j'avais trouvé ça quoi. Bon, en vrai, on a tous. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de recherche préalable faite par les chercheurs, mais il y a tellement de techniques, de blocs de write-up, forcément, tu mises. Ça vous est déjà arrivé de coder un tool et t'arrives vers la fin, tu commences à te dire bon, vas-y, il y a un petit bout de truc abouti, faut que je trouve un nom. Et quand tu trouves le nom de ton tool qui est vraiment la moitié des 2 features, tu te rends compte que ça existe déjà sur internet. Moi, me l'a Ça fait m'est 2 jamais fois, arrivé mais je peux comprendre que ça foute les boules. Ouais. Tu peux rien y faire, c'est comme ça, t'as joué, t'as perdu. Bref. Après, les approches peuvent être différentes, peuvent être marrantes quand même. Bon, Est-ce que tu veux vous qu'on avez- passe à la partie technique, Mister Non, Lalu? non, on peut parler du bug bounty privé et public pendant des heures, il a pas de problème. Non mais Ils on ont déjà reviendra un petit peu après sur vraiment Bug Bounty, la partie Bug Bounty, Pentest versus Bug Bounty. On reviendra sur des méthodes un peu sympas pour débuter. Right. Et du coup, je suis chaud qu'on change, qu'on avance un petit peu. Alors, petit montrage de screen. On a fait pas mal de choses, et donc là, on aborde les plus beaux bugs de ces messieurs. Potentiellement, si vous êtes chaud, les plus gros fails. Les plus gros hold-up, du genre un truc où vous pensiez que ce serait pas reward, peu reward, et en fait, on vous dit après coup, ah attends, en fait, il y a un ampleur vachement plus grand, où il y a des dégâts suite parce qu'il y a un autre comportement que tu connaissais pas, des choses comme ça. La plus grosse lose, le truc où vous vous êtes dit, ah ça c'est sûr, c'est de la RCE génial, et on vous a dit informative. Et ensuite, ce que vous vouliez aborder par cette chose-là, Pentest, Bug Bounty, encore GTFO et CVSS. Alors, je remets nos doux faciès. Plus beau Ok. bug. Hop. Moi j'ai préparé deux gros bugs, enfin 2 bugs et une catégorie un peu générique de bugs que je teste beaucoup. J'ai pas fait spécialement des hold-up ou de la loose dedans. C'est pas mes plus beaux bugs, mais c'est des bugs que j'ai trouvé intéressants. C'est pas non plus ceux qu'on payait le plus d'ailleurs. En Dommage. termes de grosses loose, ça m'est pas spécialement arrivé derrière, en dehors de programmes qui te mettent un duplicate comme ça quoi. Mais c'était pas sur des bugs très intéressants en tout cas derrière. Donc moi je pourrais présenter ça. Je sais pas si Adibou et Blacklist ils ont des choses à présenter avant, ou si je projette direct. Alors, est-ce qu'on laisserait pas un petit pré-shot à Adibou Carrément. qui était silencieux? Non, bah Gelu, je pense que tu peux y aller. Hein. Moi, je présenterais bien quelque chose, mais je vais d'abord essayer de régler ma connexion avant de streamer mon écran. Sage Ouais, décision. je vais essayer de faire quelque chose pour que ça aille mieux, donc... Après, on a un petit délai, mais le son et la vidéo est clean. Si on te laisse et que tu fais une grande tirade, la monologue et tout, ils ok. Ouais, mais pour partager mon écran, c'est un peu plus dur, à mon avis. Fair point. Sinon, oui. J'essaye de patch en live, et je passe juste après Gelu. Putain, il va commencer à taper des ins mod en plein stream. Je suis pas très chaud, Blacklist. Bah écoute, comme tu veux, Gelu, soit toi, soit moi, j'ai une petite truc plus drôle que du beau bug, mais... Ah bah tu veux Présente. commencer Ou... Plutôt bon. En vrai, t'en as plusieurs. Moi j'en Il ai me semble. plusieurs, ouais. Vas-y, faisons un ou deux et je prendrai la suite. Bah moi je fais tout d'un coup, hein, j'ai pas le choix. Hop. Oh, Comme tu allez, veux. vas-y, je suis chaud d'en faire un, ce sera Allez, pas vas-y. très long. Ça ouvre les hostilités avec Ouais du c'est ça, drôle. tu couperas avec les tiens après, entre chaque personne, ce sera bien. Mais qui a le temps de faire du montage? Qui a le temps de faire du montage? Je ne suis pas France Aussiche qui a le temps de faire des trucs qualité. Moi, je fais du... Je prends l'extract, je dump l'extract, sous-titre l'extract, et ça s'arrête à peu près là. Screen.
que voilà, et donc j'avais dit que côté download, je voulais vous montrer 2-3 petites choses. PDF, et il y aura peut-être autre chose. Alors, bien sûr, j'ai fait un dump pour pas montrer plus. Ceci est un rapport issu de HackerOne et du programme de Project Discovery. Et je m'étais amusé un petit peu parce que je voulais regarder ce qui se passe côté Golang, les protocoles, tout ça, le browser headless. Et sans en dire trop sur le programme en lui-même, parce qu'il reste privé, j'ai eu un accord pour parler de cette trouvaille. Elle m'a laissé un peu salé parce que j'ai remonté une RCE, mais pas une RCE dans le sens il y a un nucléaire qui se lance, je suis le site méchant, et la personne qui me scanne se fait péter. Plutôt du genre dans le cadre où Katana ou Nuclei serait vu comme un SaaS dans lequel on peut mettre des browser options. Le postulat de départ quand même pour ce programme, c'est des projets open source, donc il faut voir dans quel cadre ils pourraient être utilisés. Donc le scénario était un peu farfetched, mais je me suis quand même régalé et je voulais vous en parler un petit peu. Concrètement, il se trouve que quand on démarre Katana ou Nuclei, on peut leur passer des headless options ou browser options suivant les cas. Dans cette partie d'options, on n'est pas censé pouvoir RC, on est censé pouvoir mettre des arguments, des options, des pages à visiter, à la rigueur des endroits où stocker les cookies, des choses comme ça, mais ça laisse quand même tout un tas de primitives un peu sympas. Et je me demandais comment est-ce qu'on pourrait, via juste une injection d'arguments, donc comme les GTFO bin et compagnie, essayer de le transformer en exécution de code. Et il se trouve qu'il y a des petits trucs assez sympas à faire. On va taper un remote LD preload. Donc je sais pas à quel point forcément tout le monde sera pas synchro sur les mêmes techniques, mais je vais essayer de faire ça un peu explanatory. L'idée c'est de faire ça en 2 passes. On a un premier lancement de Katana ou Nuclei en tant que crawl avec l'option headless pour qu'un vrai navigateur soit démarré. Et le navigateur, son comportement de base, quand il visite un .so, yo Toufik, je te vois dans le chat, t'inquiète, on est care, t'es triager, mais c'est le jeu, surtout pour un rapport disclo. Mais de toute façon, c'est pas de ressenti, ok. Le show browser permet d'avoir une démo un peu plus visuelle, mais en vrai OSEF. L'important, c'est qu'on a un browser headless qui se balade, il passe sur un .so qui est binaire, et le comportement par défaut d'un Chrome, en tout cas à cette époque, c'était de download. Sauf que on a soit la possibilité de set le répertoire de download de Chrome via ces options-là, soit c'est souvent un TMP assez retrouvable. Le deuxième petite dinguerie, c'est qu'en regardant un peu dans la partie headless gérée en Golang, il y a toute la partie rod-quelque chose, donc rodbin, rodenv, rod, je sais plus, il y a des debug ports, des choses comme ça. On peut vraiment changer tout un tas de flags et changer le comportement. Le plus choquant étant qu'on peut changer le binaire. On peut demander donc de démarrer un browser headless tout en spécifiant son binaire. Donc là, on se dit, d'un coup, on peut spécifier un binaire qui va se faire exécuter. Voilà, terminé. Non, parce qu'on n'a pas les binaires intéressants, on ne contrôle pas forcément les arguments. Et donc, il faut trouver, bien sûr, il n'est pas en mode chmod plus X. On ne peut pas exécuter si on dropait un petit ELF. Donc l'idée, ça va être de poser un .so, qui sera donc dans le répertoire de download par défaut du browser headless. Donc soit un peu d'OSINT, soit un peu de recherche, soit de la CSRF pour essayer d'avoir ça. Et une fois qu'on a ces infos, relancer Katana, donc un second run, et il y a peut-être moyen de le passer en un seul en optimisant. Ce deuxième passage va faire une seconde order environment injection, parce que via le headless option, on demande de set rodenv, qui lui va modifier la variable ld preload distante, et du coup permettre d'aller charger le hook.so, qui est une librairie qui elle-même, j'avais peut-être mis le code plus bas, qui n'est juste un hook à strcompare. Donc dès que le binaire strace, mais ça pourrait être id, ça pourrait être n'importe quoi, est lancé, ça trigger un strcompare qui, plutôt que d'être le strcompare, va appeler notre lib backdooré droppé au préalable pour dire coucou RCE. Et derrière, c'est un bon gros système en salle, on unset le LD preload et on appelle quand même le strcompare original pour pas que ça crache. Donc c'était fonctionnel, il y a eu un petit peu de back and forth côté triage. Je vais pas vous montrer tout le fil parce que il y a eu des désaccords, mais l'idée c'est clairement pas de bâcher quiconque. En revanche, j'étais content de creuser un peu du Golang et de voir que même dans des langages qui sont un peu safe, il y a moyen d'aller tricoter des trucs, il y a moyen d'aller comprendre comment est-ce que Golang gère la partie headless. Comment est-ce que la partie headless, qui doit se faire drive, forcément elle expose un port, elle expose une socket, elle expose quelque chose. Du coup, c'était vraiment de la revue de code à fond dans la partie projet open source
plus que du Fuzz Bug Bounty, mais c'est l'un des rares programmes qui permet d'avoir de la revue de code potentiellement reward. J'ai été reward par une disclo qui, le fait de pouvoir parler de ce genre de bugs et les montrer, à défaut d'avoir été reward financièrement, c'est nice. Moi, ça me régale. Petite démo, j'espère que ce sera ok au point de vue délai, parce que je ne l'ai pas mis dans VLC, mais vous me direz. Non, vous voyez rien. Hein. Non, on voit rien. Ok, vous voyez rien, super. Deuxième chance. Est-ce que VLC est moins... Oui, Ça a l'air, ouais. vachement mieux. Donc on a la première passe où on va se débrouiller pour aller montrer la partie code qui va être hooké. En tout cas, le code de notre lib qui va être compilé. C'est une démo un peu longue. Désolé, j'ai fait ça moche. On a lancé en bas la partie crawl qui commence à aller récupérer et faire écrire le hook.so. Et suite à ça, eh ben, on va juste redemander une visite. Ça va trigger le bon flag qui va faire je sais plus trop quoi. Sûrement un ID qui sort en haut ou quelque chose comme ça. Voilà, le strace qui a été appelé et le petit ID qui sort en output du tool. Donc bien sûr, ce serait une RCE blind. Il faudra exfiltrer des choses, mais works nonobstant. Donc voilà, c'est petite trouvaille qui m'a bien régalé en termes de temps de recherche. C'est pas un bug ultra complexe, mais justement en mettant des petits composants et les bonnes features. C'est full abus de features en fait. C'est ça que j'ai Et bien c'est aimé. quoi du coup ce ROD? Pour moi, c'est, ce que j'en ai compris, c'est la partie protocole qui gère le browser headless. ROD protocol. Golang Go ROD DevTools Driver for Web. Ouais, voilà, c'est ça. Ah J'avais d'accord, cherché ok. l'acronyme, j'avais jamais été foutu de trouver l'acronyme, to be honest. High Level Driver directly based on DevTools Protocol. Donc c'est un wrapper à DevTools pour rendre ça plus buvable, je pense. Et les gens s'invitaient à être packagés, mis en mode function et customiser le protocole. Donc D'accord. je pense ça doit être un bon nid à feature. Ouais, c'est intéressant. Yep. C'est vrai que c'est compréhensible que ça soit mis en info, comme tu peux pas le trigger en tant qu'attaquant, quoi. C'est vrai, mais le bug, il est sympa. d'un autre côté, les programmes open source, nos projets Discovery sont un scope. Pas du tout la partie SaaS actuellement. Donc, comment tu testes un programme open source sans mettre vraiment de threat model là, parce qu'on pourrait dire si c'est un SaaS, eux, ils voudront protéger leur serveur. Protéger un utilisateur, non, c'est je comprends bien, ton scénario. mais c'est un peu le seul, enfin, l'un des rares threat models. Un deuxième, ça aurait été vraiment, je suis un attaqueur, j'ai ça qui tourne chez quelqu'un, et juste en hébergeant un site malveillant, tu peux péter la personne qui te scanne. Mais ouais, si, j'avoue que c'est plus stylé. Mais bon, pour moi, ça en fait quand même partie, et essayer de harden et tout en profondeur, bah, essayer de se retrouver sur GTF Obid, tout connement. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est vrai que ça pourrait faire un petit chal de CTF avec un binaire 7UAD, quoi, au final. Ça pourrait faire ça. Mais là où c'est marrant, c'est qu'avant de trouver l'idée du LD preload, j'ai essayé de trouver un système qui fasse une RCE quand tu lui mets un bout de variable d'environnement. Donc j'ai pensé à less avec les pagers, où tu essaies de mettre autre chose, mais ils ont tous exécuté des binaires, pas des commandes dans la variable. Donc Et, je n'ai pas trouvé qui respecte ça. Ça marche pas avec DevTCP? Avec DevTCP? Je sais pas. Tu sais, t'as le truc là avec DevTCP et les IP. Je sais pas si ça marcherait dans ce contexte-là. DevTCP, c'est une built-in bash. Ouais. Donc déjà, si t'as du ZSH ou SH derrière, t'es mort. Et le problème, c'est que mais DevTCP, si tu lances du bash. justement, c'est un argument de bash. Et nous, on peut contrôler le binaire et des bouts de variables passent. Du coup, une strat, ça aurait été de le mettre en tant que PS1 pour qu'à prochain shell ouvert, peut-être ouvre bash en mode interactif, t'as le PS1 qui se fait évaluer. Et là, ça te... Sauf que non. Parce que tu peux ouvrir bash, mais pas en mode interactif. Donc jamais t'arrives à trigger la variable. Bref, c'est un sac de nœuds, c'est un beau casse-tête. J'ai embêté mes collègues pendant un certain temps avec ça. Et voilà, petit rapport funky. J'essaierai d'envoyer le lien en description. Après, du coup, l'argument, c'est qu'en local, quoi, c'est ça? Pour pas payer. L'argument, c'était, et je ne peux pas fight ça, dans le SaaS qu'on est en train de développer, le parti headless options n'est pas contrôlable. D'accord. Faire. C'était une supposition de départ, ils ont dit non, c'est non. Il aurait pu avoir un petit point pour vous avez perdu du temps, mais bon.
Ah, après, je suis d'accord avec toi que le thread model, du coup, il est limité, quoi. Il y a assez peu d'intérêt à faire un bug bounty si t'as pas de thread model clair que t'exposes aux gens sur ce qu'ils doivent chercher. Ça a été une remontée qui a été faite et qui a été relativement prise en compte. Il y a des gens qui ont eu des rewards. Ouais. C'est quoi? C'est qu'ils ont trouvé le bon Ouais, thread bien sûr, model. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais faut que ce soit décrit. Pour éviter que les gens perdent Idéalement. du temps, il faut que ce soit décrit. Idéalement. Gelu, t'es chaud d'enchaîner? Ouais. Alors Right. attends, faut juste que je vous déplace. Faut que tu me partages ton écran aussi. Ouais. Hop. Alors, comment on fait? Là. Ah. Tu veux un coup de main J'ai- pour l'informatique? Je pense qu'on est bien compétent pour aider ce soir. J'arrive pas à allumer! Ah, c'est bon. Ah. Je C'est vais bon. redémarrer la box, t'inquiète. Alors, screen share number 2. Que voilà. Voilà. C'est Nice. assez grand ou pas ou... Je vais mettre un petit coup de contrôle plus. Putain, mais Notepad, mais mec, combien de fois j'étais engueulé pour Notepad, quoi. Ah, mais Notepad, ça marche bien, je peux faire des macros et tout. Ouais, super, ouais. Va très bien. Vas-y, fonce. Bon, donc du coup, c'est juste mettre le chat à côté. Hop, Je peux te le lire Ah, si ici. jamais il y a des trucs. hop, voilà. Donc du coup, c'est une vulnérabilité critique. Tout est anonymisé, les endpoints sont pas les bons. Il y avait un système d'authentification donc qui marchait par JWT si on voulait, mais aussi un système qui marchait en donnant une clé d'API pour pouvoir faire des requêtes directement en GET comme ça sans avoir besoin de passer de header. Notez qu'ils auraient pu très bien faire un paramètre token, mais bon, qui suis-je pour juger leur code? Et du coup, derrière, ce qu'il y avait, bon, c'est si on voulait récupérer par exemple les utilisateurs, on lui envoyait notre API key et il nous retournait le résultat. Si typiquement on mettait une API key qui n'existe pas, donc celle-ci, celle-ci dans ce cas-là elle marche pas, ça nous retourne une erreur 403. Et donc on en déduit que la requête derrière, c'est ça, grosso merdo, et que du coup on est niqué, plus ou moins. Mais quand on est en bug bounty, il vaut mieux pas faire d'assumption de ce genre-là, parce que en fait, la vraie requête qu'il y avait derrière, ça je m'en suis rendu compte en faisant quelques tests, c'était pas ça, c'était ça. Et donc en effet, on pouvait pas avoir de SQLI, mais par contre, on pouvait avoir une injection directement dans le like, et à bout de forcer la clé du coup de cette façon-là. En mettant juste du coup des tirets du bas, des underscores, en fait, on arrivait à avoir une erreur 500, donc qui voulait dire que grosso merdo là, on avait matché toutes les clés d'API et que il veut on en match trop. Donc lui derrière, il comprend pas, il reçoit un array, il voudrait en recevoir qu'une seule. Et donc on voit que si typiquement on met un C devant, qui serait le premier caractère, ça c'est juste du brute force. Là pour le coup on obtient une 200, parce que dans notre cas il y avait qu'une clé d'API qui commençait par le C, il y en avait qu'une seule. Et donc on se retrouve au final avec un script qui est un script vraiment de CTF, quoi. Le script rootme de la SQLI. Donne pas les solutions comme ça là-haut. C'est quoi ça? Pas le droit. Et no joke, hein, celui-ci c'est vraiment un script que j'ai repris de mes scripts de solve de rootme de quand je débutais la sécurité. J'ai vraiment fait un copier-coller. Et tout bête au final, et du coup j'ai eu une critique comme ça parce que évidemment j'ai pu voler la clé d'API de l'admin et montrer que derrière je pouvais faire toutes les actions. Bon, tu chopes une critique avec le script des solutions de rootme. Tu balances un tips à rootme. Toujours. Évidemment. Mais non, mais du coup, en soi-même, la vulnérabilité elle est pas très impressionnante, mais le test des likes, il n'y a pas tout le monde qui le fait. Et c'était collègue Worthy, quand il faisait du bug bounty, lui il en avait trouvé une aussi un petit peu après de bugs comme ça. Donc c'est super intéressant à tester. Si vous avez des fonctionnalités qui sont importantes comme ça, n'hésitez pas à mettre des underscores à la place d'un caractère. Ça vous permettra du coup de faire quelque chose. Tentez aussi des pourcents au début. Des fois t'as pas les côtes, les trucs comme ça, mais t'es quand même concat. Bien sûr, directement ton pourcent. C'est ça. Il y a plein de choses à tester. Mais voilà, même si vous êtes sanitize, derrière faites pas que des tests avec des quotes ou
ou ce genre de choses qui bon sont valides si c'est pas filtré, mais dès le moment où vous avez un filtre, du coup bah faire les tests au niveau du like, ça peut être super intéressant. Après, ce like-là, il marche que pour certaines fonctionnalités. Typiquement, si vous avez un like au niveau d'un ID, ça va pas être important. Là, c'est vraiment parce que c'est la fonctionnalité d'authentification, ça marcherait pour ça, comme ça marcherait pour un mot de passe. Bon, après, il faudrait vraiment être complètement bourré pour mettre un like au niveau du mot de passe. Mais bon. Pour mettre au niveau de l'API key, c'est same, hein. Ouais, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais en tout cas, ils l'ont fait, et puis... T'as pas été tenté de faire un article BB Tips SQL-like? Ouais, c'est comme ça que je l'ai appelé SQL-like injection dans mon rapport. C'était assez marrant. Tu fais des petites piques au milieu do you like it? Bam. Mais du coup, là, dans ce modèle-là, ça fait quoi? Ça fait que tu peux leak une clé, ou le like fait que tu peux leak toutes les clés? Je peux les leak sauf... toutes. Ouais, hein. Cliquer toutes. Et tu peux optimiser avec les underscores pour faire vraiment du 1 par 1. C'est ça. En fait, là, typiquement, le C répondait, mais le F aurait pu répondre, le A aussi. Et après, derrière, t'as juste ta brute force caractère par caractère. Somme toute, cette requête-là, elle suffisait pour pouvoir après, derrière, faire des requêtes sur la DB. Mais là, c'est un script pour vraiment brute forcer à 100% du coup. J'aurais bien aimé que tu lances le BF et au moment il fait juste, cette guess c'est un /FF. Et puis d'un coup, paf, le serveur il se dit ciao. Pasteked. Pastect, exactement. Voilà, donc c'était le premier rapport que j'avais trouvé intéressant, un peu surprenant en tout cas par rapport à ce que je trouve habituellement dans mes pentests par exemple. Comportement. C'est que Podin avait eu une très similaire avec du recherche justement en mode arbre, un peu grave côté API, où il avait réussi à faire fuiter toute une DB avec tu peux comparer telle clé à telle valeur et optimiser, c'était assez sympa aussi. Ouais. Là, il y a un tool qui est sorti il y a pas longtemps sur GraphQL. Peut-être quelqu'un l'aura dans le chat. Mais il y a un tool qui est sorti pour c'est Clairvoyance, je crois, le nom du soft. Sorti pour brute forcer. Ah ouais, ça fait un moment. Ok, je l'ai vu popper hier, ce truc-là. C'est pour ça. Pour brute forcer le skim ou les données? Le skim. Ça, il y en avait déjà quelques-uns. Qui marchent plus ou moins bien parce que brute force, parce que plein de edge case, plein de techno, et Apollo qui met une espèce de système d'action trop chelou, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais bon, après peut-être qu'ils ont sorti un qui fait plus le café. Maintenant, je vais présenter une autre vulnérabilité. Je vois qu'il n'y a pas de questions spécifiques. N'hésitez pas dans le chat à balancer vos questions. N'hésitez pas. Là, bon, pour le coup, elle était assez straightforward. Là, c'est une autre vulnérabilité, donc critique aussi, pareil. Donc, quand je dis critique, c'est au niveau du scoring et du reward après derrière. Mais bon, de toute façon, on comprend vite que c'est critique ce genre de vulnérabilité-là. Là, c'était un modèle, du coup, où on se connectait à une application. Et pour s'y connecter, on passait par une authentification en OAuth. Donc vraiment archi classique, ça fonctionnait de la manière suivante. On accédait à l'app nous redirigeait sur le serveur d'OAuth avec un redirect to, et derrière, après, il y avait une vérification du coup cette fois-ci qui était faite client-side. Donc au niveau client-side, il envoyait une requête là-dessus, donc sur API target.com, check callback host, redirect to, et là il prenait ce qu'on lui avait envoyé du coup en paramètre get. C'est du pseudocode dégueu, hein, mais bon, vous comprenez l'idée. Et du coup, si ça renvoie une 200, il nous redirige sur la page qu'on a demandé avec le token JWT token. Donc on comprend vite que s'il n'y avait pas cette fonction-là, ou si cette fonction-là elle était mal faite, derrière on peut rediriger sur notre site attaquant, et du coup tout simplement récupérer le token JWT de la cible. Hop. Du coup, ce qu'on essaie de faire quand même, c'est de regarder est-ce que cette fonction-là, elle est bien protégée contre tous les types d'open redirect bypass. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ça, et puis après on essaie des trucs du style comme ça. Oui, on peut en essayer plein en fait, hein. Et en brute forçant, du coup, ce qu'on se dit aussi, ça peut être intéressant de brute forcer ici, le caractère là. Je l'ai envoyé dans l'intruder, et ça a rien donné. Mais par contre, ça a donné, enfin, ça a rien donné en termes de bypass, mais ça a donné quelque chose. C'est que ça m'a renvoyé un code d'HTTP 200 à un moment, mais
C'était un code HTTP 200 très spécial qui me disait pas tout est bon au niveau de votre domaine. Parce que par défaut, en fait, ce qui renvoyait dans le 200, c'était rien. C'était une réponse vide 200. Là, il m'a renvoyé un 200. Et par contre, à l'intérieur de la page, c'était un JSON avec marqué Too Many Requests. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que je pouvais complètement bypass la sécurité du site en spammant l'application avec mon IP pour me faire ban. Et après, derrière, rediriger l'utilisateur sur mon site à moi. Ce qui a donné... Pourquoi le ban implique ça? Je l'ai pas. Bah, en fait, dès le moment où je fais trop de requêtes, derrière, ça fait un Too Many Requests, mais ça me colle pas le response code de Too Many Requests. Lui, le Too Many Requests, il est seulement en 200. en 200, exactement. Ah, limite. Ouais, bah, error successful, super. Exactement. Et du coup, ça m'a donné un code comme ça à la fin, en fait, où du coup, je fais 1000 fetch en async sur la requête en mettant un host qui est aléatoire, c'est pas important. Et après, derrière, bah, au bout de 5 secondes, je le fais se rediriger du coup sur la target avec mon site à moi derrière. Et ça récupérait effectivement du coup les JWT. Lovely. Pourquoi ce code, genre le JS que tu fais, on dirait soit du JS de Pawn, soit du code C? Tu m'expliques? Je veux des réponses. Ouais, je sais pas, moi je code comme ça. Après, il y a il y a de la sync et du fetch. Hein. C'est des derniers trucs. Hein. C'est pas n'importe quoi. Hein. T'étais à pas grand chose d'avoir du document write avec des iframes. Hein. Donc c'était pas mal en vrai. Entre le NeoPwn et le Web des années 2000. Et ça. Bon, dans ce cas-là, en vrai, même iframe aurait bien marché, mais le site avait un header contre les iframes. Tu peux montrer le premier bout de code? Pardon? Tu peux remontrer le premier bout de code, s'il te plaît? Celui-ci? Ouais. Tu contrôlais la partie le param get redirect to, la première redirection? Ouais, c'est ça. Et tu pouvais pas genre demander d'avoir une redirection vers un domaine qui a rien à voir, qui d'office, donc t'as ton premier code en 300 pour redirect, t'as le deuxième qui serait un 200, et genre juste un serveur quelconque qui répond à 200, ça passerait pas le check? En fait, du coup, ce check-là, lui, tu lui envoyais vraiment ce truc-là, donc typiquement, ça pouvait être ton site attaquant, tu vois. Ouais. C'est le site qu'on a utilisé à la fin. Et derrière, lui, il te répondait juste par une 403 ou une 200, en fait. Il n'y avait pas de notion. C'est pas une redirect, oui, c'est c'est pas une open redirect en fait. Ouais. C'est à la fin l'open redirect. C'est ça. Là, il y avait une requête dessus. Et ce qui était aussi intéressant d'ailleurs, c'est que je l'avais pas expliqué, mais sur cet endpoint là, quand je me tape un too many request, c'est en fait parce que ce point d'API là, il tapait sur un autre serveur. Donc c'était même pas moi qui me faisais ban, c'était lui qui se faisait ban par le serveur d'en face. Excusez-moi monsieur, ça s'appelle un DOS ça. Donc en théorie, le POC fonctionnait même sans cette version-là, mais il aurait fallu que moi, j'envoie ce rapport-là au triager et que je dose l'application en permanence depuis mon IP chez moi, ce qui aurait été problématique du coup. Mais c'était possible. Ça DOS l'appli serveur qui fait les calls côté back pour tout le monde. Genre là, t'avais des petits DOS temporaires de OK. Alors c'est pas un DOS parce qu'en fait du coup c'est un temporaire du serveur de check d'autante. C'est ça, le serveur en fait, la redirection ici, du coup, elle pouvait être arbitraire pour n'importe qui. Tant que je faisais ça, c'était ça. C'est l'inverse d'un DOS, c'est... Allo, ouais, c'est vrai, ça marchait vraiment trop bien du coup après. C'est ça. Tu DOS l'autante à un point que tout le monde a un accès pré-haute. Ouais, non, mais c'est pas pré-haute, parce que fallait quand même t'authentifier. Là, c'est seulement la partie redirection à la fin qui renvoie un JWT token, enfin un JWT, pardon, c'est peut-être appelé JWT token, un JWT du coup sur la target, quoi. Juste utilisé. Voilà. Donc là, c'est les deux bugs que je voulais présenter. S'il y a quelqu'un a des questions dessus, pardon. Ouais, 19, ouais. J'en ai une. Ouais, je suis là, excuse-moi. Ton fuzzing sur Dochar, il a rien donné pour trouver un truc qui fasse une espèce de parseur, URL parseur, comment dire, juste avoir une URL suffisamment chelou pour que ça te redirige quand même vers quelque chose qui t'intéresse. Non, c'est ça? Non, c'était vraiment le but à la base d'avoir, bon, tu sais, de base, tu vas tester
tu vas tester les trucs comme ça et les trucs comme ça bizarres, Complètement, double tout un slash, tas, du point tout un tas de virgule, choses. du at. Même ces trucs comme ça qui marchaient bizarrement sous Safari avant, un truc comme ça. Yep. Mais là pour le coup ça a rien donné. Même après je me disais potentiellement le côté client il pourrait détecter quelque chose, et si je mets des caractères genre celui-ci mais en UTF-8 il comprendrait pas, il penserait qu'il est encore sur un autre domaine, enfin du coup, plutôt dans l'autre sens comme ça. Mais non ça a rien donné. Mais ça a quand même donné que mon intruder m'a retourné des 200 bizarrement, et je comprenais pas pourquoi, parce que le caractère, je sais plus, c'était un S ou un T, tu vois. Ouais, Et, aucun rapport. et c'est ça, c'est pas un bypass, tu vois, genre ça avait pas de sens, quoi. Voilà. Ouais. Et je voulais présenter une dernière partie, à moins qu'il y ait des questions encore qui restent. Pas eu Voilà. trop dans le chat. Il y a eu des il est sympa, il est fou. Il est fou. Il est fou. Il est fou ce bug. Oh. Du coup, je vais arrêter le partage et je vais partager mon browser à la place maintenant. Hop. Si tu peux le remettre là, lui. Désolé, ouais, j'ai ouais, peut-être tout cassé. Ouais, Non. c'est ok. Attends, je prends la régie. Tu veux le browser que je ne vois pas pour l'instant? Hop. Je vais avoir du Je mal veux à juste, mettre. je veux juste ouvrir le bon parce qu'il y a l'autre avec le Oui, t'as live. pas envie de faire fuiter toutes tes choses, je comprends. Ah, c'est ton C'est live. mes à mots de toi. passe, c'est notre mot de passe Hop. qui va fuiter si tu fais ça. C'est Pour bon de ton l'instant, les côté. failles qu'on a déjà, je vais dire ça soon. Pour l'instant, les failles qu'on avait déjà vues à Dibou et Blacklist, c'est des trucs que vous avez pu retrouver en similaire ou en petite variante, ou c'est du, est-ce que c'est du commun, est-ce que c'est du exotique? La première, elle est relativement commune, ça arrive. La deuxième, elle est relativement exotique. Ça m'est déjà arrivé, mais alors pas plus d'une fois, et pour le coup, c'était pas en bug bounty, c'était en pentest. Ok. Ouais, un truc un peu moins regardé. Tu peux zoomer un peu, Galu, mais ça y est, ton écran est display. Ok, ouais, là l'idée c'est pas spécialement de zoomer là-dessus, hein, c'est pas En fait, je voulais juste faire une note rapide sur les post-message avant d'enchaîner sur un vrai sujet. En gros, post-message, parce qu'on va reposer la question du coup après en off, c'est un moyen de communiquer entre les sites. Et pour monitorer ça, vous avez plusieurs extensions. Je vous les mettrai à la fin si vous voulez dans le Discord. Vous avez Message Post Tracker de France Rosen. Et vous avez Post Message Catcher. C'est des extensions là. Donc, typiquement, donc la première, celle-ci, Post Message Tracker, elle vous permet de voir les lignes où il y a un événement Post Message qui écoute. Je t'assure, zoom un peu, c'est dommage de pas voir le. Mais Au moins. c'est pas. Ah oui, parce qu'en plus vous voyez pas du tout. Là, je suis en train de regarder sur le live. Il n'y a pas de petite pop-up qui apparaissent, ça? Non. Non, ok. Bah, c'est une pop-up comme ça, voilà, comme celle-ci qui apparaît au niveau de l'extension. C'est juste vraiment en fait pour avoir vous de votre côté ce que c'est les post-message, parce que j'en avais parlé plusieurs fois lors du précédent live. Et côté Firefox, vous avez aussi une extension qui s'appelle Mess Postage. Nice. Tout simplement. L'extension de Galu, l'extension de Misu, elle permet pas aussi de choper ce genre de trucs si tu mets les bonnes L'extension de règles. Misu, si, permet, mais pas en live. Enfin, elle pourrait te permettre de le faire en live, mais il y a un petit peu de. Comment dire? Faut créer tes règles, etc. Alors que là, Ouais, t'as mais ces une fois qu'il y aura un extensions jeu qui de le font par règles, défaut. comme tout le monde se Ouais, partage ouais. des B-check, les templates UTI et tout, en vrai, quand on se Bah, partagera les règles ouais. de Ouais, Misu. Bah, l'exemple, typiquement, dans la catégorie exemple du tool de Misu, il y a ces trucs-là. Et donc, du coup, si vous voulez un exemple, ça donne un peu ça. Je Donc, profite pour dire que PointFox fait aussi une capture des messages. Ah ouais? tac. Est-ce que. Oh, je peux Nice. zoomer là-dessus. Ouais. C'est la dingue. Oui. C'est dans le DevTools. Donc, Fox Real Good. Là, on va dire qu'on va vouloir communiquer avec un autre site. Donc, le code qu'on va mettre sur cet autre site, qui écouterait en fait sur cet autre site, ça serait celui-ci. Donc, on voit qu'on définit un event listener message, et après, derrière, là, c'est un code un peu sale, qui ferait que la donnée qui est reçue est écrite en inner HTML, du coup, dans le body. Donc, il sera écrit directement dans le body. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça comme ça. Donc le site qu'on va target, ce sera celui-ci. On va assumer que c'est ce site-là qui a un event lister. Pour l'instant, il en a pas, on va l'ajouter à la main après. Hop. Et donc là, on va ouvrir du coup une nouvelle fenêtre sur le site.
Toc. On va lui injecter le message pour faire comme s'il l'avait vraiment du coup derrière. Qu'imaginez que vous êtes en train d'essayer de pirater ce site-là et que vous avez repéré qu'il y a un post-message du coup dessus. Donc, le post-message, ça serait ce code-là. Et donc du coup, pour communiquer avec, là, vous avez créé une référence à votre window. Tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Et là, on voit ici qu'il y a une XSS qui a popé de ce côté-là. Nickel, on la voit sur le live. J'avais peur qu'elle s'affiche pas les pop-up. Non, Ok. t'as cher le browser. Ok, c'est bon. Donc voilà, ça c'est vraiment juste le mécanisme, un mécanisme qui est intéressant que les gens ne checkent pas toujours en bug bounty. Mais je voulais juste revenir dessus. Voilà. Après, derrière, vous faites un petit peu ce que vous voulez. Hein. Je vous remonte le code rapidement du listener. Il peut y avoir tout un tas de saloperies là-dedans. En général, il va parser du JSON et il va faire tout un tas d'actions dessus. Mais si vous voyez un handler justement comme ça sur une de vos targets, n'hésitez pas à aller checker le code qui tourne là-dessous, parce que ça peut vous permettre de faire des choses. Typiquement, à la World Cup, il y a eu des gros bugs qui ont été popés là-dessus. Un petit Ouais, mot sur le d'ailleurs. check des origines. Ouais, j'en profite Oui. justement pour Ouais, bien dire un mot sur le check des origines qui peut être présent mais mal fait. Donc c'est pas Propos de forcément droite, une des propos de dead, droite. Attention. Exactement. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dans ce code-là, cette var event, elle a aussi un masqué. Ouais, c'est mec. Moi, je voyais la notif. Elle a aussi comment on appelle ça, une variable, un membre origine, qui du coup, elle, contient l'origine de la fenêtre, pour éviter qu'on puisse faire des post-messages partout. Ça n'évite rien, hein, ça à part entière. Hein. Mais en général, au début de votre code, vous aurez un if event origin égal et là une waitlist. Et du coup, le code s'exécutera pas si vous avez un check d'origine. Donc checkez quand même si justement il y a une bonne vérification de l'origine, si elle est bien faite, etc. Mais en principe, si elle est faite avec event origin, que c'est juste un if et que derrière il y a une waitlist, c'est pas grand chose à faire là-dessus. Assez il peut y avoir souvent, du fail de regex, ouais, ce ce qu'on genre voit de souvent, choses. Hein. c'est quand même pas mal de regex et pas mal de fails. Notamment des Le gens point qui qui est pas oublient que le escape, point, il voilà. faut l'escape et ce genre de choses. C'est giga standard, on en croise quand même pas mal. Clairement. Clairement, une- Origin pas spoofable du tout, même à base de self-prototype Non. pollution pour essayer d'aller le bidouiller. Pas que je C'est sache. assez béton. Non, puisqu'il existe déjà, donc j'aurais tendance à dire non. Il est 7. Faire. Ouais. Trou. Donc là, c'était juste la petite parenthèse sur la partie post-message. Et du coup, on va plus... Là, je voulais montrer un petit peu plus les tricks que moi j'utilise en bug bounty sur les XSS. Parce que les XSS, souvent, on se moque un peu, mais il y a quand même des trucs vraiment chouettes à trouver. Et comme on en reparlera un petit peu plus tard au niveau des bugs, pentest, bug bounty, en pentest, vous trouvez une XSS, vous êtes à moitié refait. En bug bounty, vous pouvez souvent la faire passer en vulnérabilité critique. Donc ça peut vous permettre de faire un peu d'argent. Quand les programmes Sont gentils. sont open à discuter de la criticité, parce qu'on n'est pas en train de parler de magouiller ou quoi, on parle vraiment de démontrer un impact qui est supérieur à ce que pensent les gens en général. La XSS, elle souffre du fait d'avoir été une vulne qui permet de faire une alerte, basta. Elle souffre quand même beaucoup de ça, il y a encore beaucoup de programmes qui ne se rendent pas compte de ce qui est possible de faire depuis une XSS. Donc, ouais, c'est vraiment plus important que ce que les gens ont tendance à penser. Vous mettez des claques à tous ceux qui mettent juste un petit alerte 1 en POC. Non, moi concrètement, je le mets le alerte 1 de base, parce que derrière, en fait, tant qu'on m'a pas confirmé que c'était pas une duplicate, j'ai pas envie de m'embêter à chercher vraiment un gros truc. À moins que ça soit dans le cookie ou dans le local storage, dans ces cas-là, bon, pourquoi pas. C'est que après coup que tu t'acharnes à essayer Ouais. de modifier. Ok, ouais, c'est pas bête. Non, pas puis- bête. Par contre, c'est un petit. Ouais, vas-y. Non, j'allais dire, par contre, des fois, c'est dommage que certains hunters se laissent payer une XSS, par exemple, en medium, parce qu'ils ont soit pas le temps, soit la flemme, soit qui sont pas au courant, en fait, qu'une XSS peut s'élever. Et en fait, c'est dommage, pourquoi? Parce que ça set des précédents qui, quand nous allons élever ces XSS, en fait, on pourra pas être payé en sa criticité réelle, puisque le programme va nous répondre que oui, mais ce serait pas juste de te payer autant, parce que un tel qui a reporté une XSS il y a 3 semaines a été payé autant.
Alors que typiquement, ça peut être la même XSS entre guillemets dans le même contexte et qui permet les mêmes choses, mais parce que un hunter a accepté une XSS en medium ou un certain reward, en fait ça bloque le programme en fait et le reward. Donc ça peut être le dommage. petit discours, soyez le discours que vous voulez, soyez le changement que vous voulez voir en ce monde. Faites une augmentation rétroactive à tous les hunters à qui vous avez payé medium. Ça a de fortes chances de succès, je pense, vraiment, ça me semble. Ouais, viable. Très clairement, ils sont tendance beaucoup à accepter, mais... Écoutez, ça tombe bien, vous voulez se racheter une image, pile C'est poil. ça. Parfait. Ça peut. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est un autre grand débat que j'ai de temps en temps avec des gens qui font du bug bounty. Est-ce que j'ai envie de jeter la pierre à ceux qui font juste un alerte 1 ou ce genre de choses? Non, parce qu'en fait, à la base, déterminer la criticité d'un bug, c'est à la charge du programme. Nous, on est là, on aide, mais ça reste à la charge du programme. Au programme, normalement, de savoir, ils ont quand même une équipe sécu qui est censée savoir ce que ça fait des XSS, et c'est les mieux placés pour savoir ce que ça va faire dans ce contexte-là, sur cette application-là. Ça reste les mieux placés pour savoir normalement. Aujourd'hui, c'est un paradigme où ça s'est inversé. Aujourd'hui, il y a carrément des programmes qui vont te dire « Ah, on sait que c'est critique, mais tu nous as pas démontré pourquoi, donc on va pas te payer critique. Donc tu ne nous diras pas pourquoi. » Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé avec un programme, ils m'ont fait perdre pendant un LHE. J'ai trouvé une crit. J'aurais dit que c'était crit. C'était sur un truc open source, plusieurs millions de lignes de code. Les mecs, ils m'ont dit « Ah, ben ouais, on est d'accord avec toi, c'est crit, mais tu vas devoir trouver pourquoi. Nous, on te payera pas en crit tant que tu nous dis pas pourquoi. » Nous, on sait. C'est joueur, mais c'est un peu casse-couille quand même. Bah, en fait, c'est l'inversion des rôles. Normalement, justement, c'est eux les mieux placés pour savoir la criticité. Et on n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu, on est dans une collaboration entre hackers, entreprises. On a trouvé un bug, vous savez que c'est critique, vous me payez la critique. Normalement, c'est le jeu. Là, vraiment, pour eux, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo, quoi. C'est vraiment, tu vas devoir trouver le petit truc. Mais alors, t'es un pirate les mecs m'ont fait perdre littéralement 30 heures à LHE pour démontrer que c'était une crit. Et qui était en plus sur... ce qui rendait crit, c'était la partie closed source de leur truc, qui était pas du tout open. Enfin bref, grand délire. Mais c'est vrai qu'il y a ces rôles qui se sont inversés. Aujourd'hui, il y a quand même les programmes qui s'attendent à ce que ce soit au hunter d'absolument tout prouver, tout trouver. Alors même qu'on n'a pas le droit d'aller plus loin pour la plupart des bugs normalement. Du coup, je peux pas en vouloir à certains hunters. Normalement, ça reste à l'équipe cliente de faire l'assessment de la vulnérabilité telle qu'elle est dans leur environnement, dans leur contexte. Donc si les programmes étaient faits, normalement, c'est à eux de faire un petit peu cette analyse. Ça me fait rager. Ça me fait rager parce que du coup, moi, j'ai aussi la vue côté triageur. Et on essaye d'être, tu vois, pour la partie donc, disclosure, je bosse toujours pour Mano Mano, ça se passe super bien. Et du coup, on fait du triage, on a preuve de bug bounty privé. Vous pouvez envoyer des demandes d'invite en DM si vous voulez. Et si vous ne faites pas de DOS, merci. Et du coup, pendant qu'on faisait le triage, nous, des fois, on s'est rendu compte qu'il y a certains bugs qui nous avaient été remontés en low ou en medium. Et fair game. Nous, on sait qu'avec ça, ça implique ça sur notre infra. Et il y a déjà des bugs qu'on a bumpé, il me semble, de low à high, parce que juste, fair game. Ok, ils le savent pas, mais nous, putain, on est très contents qu'ils nous les remontent, donc continuez à faire ce genre de trouvailles. Donc, quand toi, tu te casses le crâne à essayer de faire des rewards légitimes par personne, mais à quand même donner le max impact, pas démontré, mais possible, sans... Bon, on va pas non plus aller jeter de l'argent comme ça, hein, mais on essaye de vraiment payer respect aux chercheurs. Quand on voit des fois les réponses qu'il y a, tu te dis, mais si vous voulez pas faire de preuves de bounty, n'en ouvrez pas, c'est pas grave, c'est pas un problème. Bref. En plus, pour le coup, c'est un programme très mature du bug bounty, donc c'est pas le genre de réponse à laquelle tu t'attends, mais c'est comme ça. Il y en a qui sont comme ça, c'est complètement stupide, mais c'est comme ça. Venez chez nous, on est un peu moins mature, mais on est très content de recevoir vos rapports. Et puis Yanzax fait un travail de triage qualitatif. Donc, petit kudos aux copains obligés. Il faut. C'est ça.
Blacklist, est-ce que ton réseau va mieux? Wadibu, est-ce que tu as envie de montrer des petits trucs aussi? Je sais plus si toi t'avais préparé du. Je crois que Gelu n'a pas Je crois que fini. Gelu a pas fini. Moi, j'ai pas encore fini, mais Vous avez vraiment si tu envie veux me d'écouter voler la mon fin? temps. Vas-y, vas-y. Ok. Donc je voulais quand même présenter la partie XSS parce que c'est ce que je reporte. Attends, je rechange de scène, excuse-moi. Oh, Vu qu'on excuse-moi. faisait rien, vas-y, c'est bon. Ouais. Je voulais présenter quand même des tricks de XSS. Parce que justement, on en parlait avant en disant que bon, c'était impactant. Donc bon, les XSS classiques, on s'en fiche. Hein. Voilà, vous mettez votre payload, ça trigger, c'est bien. Ça fait de l'argent, ça marche parfois. Mais ce qui est intéressant quand même dans Bug Bounty, c'est que on peut creuser un petit peu plus loin parfois à l'intérieur du code, à l'intérieur justement de tout le code que le client il a écrit, tout le code JavaScript que le client il a écrit pour trouver des bugs intéressants. Et donc je voulais d'abord montrer un comportement qui va être important pour la suite, c'est ce comportement-là. Donc là, ça vous paraît peut-être pas étonnant comme comportement, mais il y a un truc qui est très surprenant, c'est que là, du coup, il y a bien une XSS qui a pop, une alerte qui a pop, et en fait, j'ai juste créé un élément et j'ai défini du coup une valeur à l'intérieur de son inner HTML, mais j'ai pas append dans le body. Je sais pas si vous comprenez, mais c'est clair en tout cas, pardon. Mais c'est qu'elle est pas append du coup à l'intérieur, et donc ça veut dire qu'à tout moment, si dans le code de votre client, il s'amuse à faire des éléments et à ajouter du code à l'intérieur, même sans le rajouter dans la page, et vous pouvez trigger des XSS comme ça. À noter que elle triggerera pas, par exemple, si vous mettez une balise script. Attends, c'est quoi ton comme ça du coup? C'est quoi ton comme ça? C'est-à-dire là, c'est créé et c'est append, mais c'est quoi ton shot final pour le trigger? En fait, c'est juste le inner HTML qui est le trigger. Ça qui est intéressant. Ok, juste le fait que c'est. Ok. C'est ça. En fait, le fait qu'il y ait le inner HTML, c'est ça qui est intéressant. C'est que en fait, lui, il va essayer de parser en fait du coup cet élément-là, et du coup, il va fetch la source, et du coup, il va exécuter le handler en fait. Alors qu'on l'a pas append. Voilà. Ouais, ça veut dire que ton DOM est un peu généré et parsé à la volée, qu'il a même pas encore été inséré sur le site, mais qu'il fait déjà foi sur le même domaine, quoi. Et oui. Quelle c'est vrai que ça c'est pour ça aussi que j'ai mis document domain, c'est parce que c'est mon domaine à moi qui trigger et pas un domaine random. Et du coup, je redemandais à monsieur Mizu tout à l'heure l'explication, et il me disait que c'est parce qu'en fait, au niveau du parsing, ce qu'il va vraiment faire lui-même, c'est il va faire exactement ça. Il va faire un create élément, il va rajouter la fonction en erreur, et après il va set le source. Et ça fait la même chose. Petite question de défonceur. Hello. D'accord. Tout à fait. Ce serait quoi la remédiation à conseiller pour ce genre de problème? De pas utiliser d'inner HTML avec un input contrôlé par un attaquant. Et si la question était un peu plus large, du genre il y a du post-message, fait un peu ghetto dans tous les sens, pour assainir tout ça non, faut pas laisser des entrées utilisateurs dans ce genre de signe, quoi. Hein. C'est compliqué, mais tous les entrées utilisateurs, faut les sanitize un minimum en les encodant, supprimant les trucs. Mais bon, comme je vais vous montrer après, il y a des bypass marrants justement là-dessus, donc on va dire qu'on est plutôt chanceux chez les attaquants, parce que les XSS, si on a partout, c'est parce que c'est chiant à patch. Hein. Faut les mettre partout dans des contextes différents, etc. C'est ça qui est compliqué. Après, les XSS de manière générale, t'as quand même moyen d'avoir des applis relativement saines. Si t'as un truc qui fait du React, qui appelle pas les dangerously machin, les inner, et qui fait tout par API pour traiter de la donnée qui sera bien parsée et mise dans un truc qui est full front. Si t'as une appli dans n'importe quel langage qui fait moitié du HTML, du contenu, du JS qui te les génère, c'est mort. C'est un truc qui est là pour manger de la donnée et afficher de la donnée, mais en sachant ce qu'il manipule, en ne mélangeant pas fond et forme, t'as quand même moyen de t'en sortir relativement bien. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais manipuler avec du inner HTML, typiquement, là, c'est la pire des choses. Et du coup, un comportement marrant aussi, c'est que ça marche pas. Parce que inner HTML, il vérifie que les tags sont complets. Si je fais ça, ça trigger pas. Et si on regarde au niveau du inner HTML du div, c'est vide. Attends, j'ai une idée horrible. Ok, ça check ça, mais du coup, tu peux pas avoir de dangling markup dans ce genre de... Voilà, exactement, ouais. Donc typiquement, si j'explique ça pour ceux qui connaissent pas, c'est parce que cette XSS là, elle marche. Concrètement, si vous l'injectez directement, vous l'injectez dans votre page, ça va marcher.
mais via du inner HTML, ça marche pas. Voilà, c'est important à retenir. Il arrivera pas à le parser, enfin il est mal formé, et du coup il retourne une chaîne vide. Le poids du jugement, il est mal formé. C'est ça. Du coup, j'avais un autre exemple qui est celui-ci. Là, bon, là c'était vraiment une introduction à comment ça fonctionnait ce système-là. Et du coup, j'ai des exemples de gadgets qui marchent bien en bug bounty avec ça. Typiquement, Morty parlait du inner text juste avant. Et bah, le inner text, il est vraiment bien parce que il fait du décode automatique en fait. En gros, c'est pour, par exemple, si vous avez des accents, c'est ça, je crois un accent et acute, truc dans le genre. Ouais. Donc du coup, ça trigger. Et la raison pour laquelle, du coup, ça trigger, c'est, comme je disais, le inner text. Pardon. Hop, parce que du coup, il est comme ça. Ah oui, tu le Hop. passes de HTML à texte à recette dans HTML. Nice. C'est ça. C'est ça. Et ça, c'est un pattern que je vois assez souvent pour le coup dans le code, d'avoir la même valeur qui est set avec un inner text à droite et un inner HTML à gauche. Je l'ai vraiment vu beaucoup de fois. Et du coup, ça veut dire que bah, vous bypassez complètement tous les sanitizers, puisque au final, cette partie-là, le sanitizer, lui, il s'en fiche complètement. Il considère que c'est pas une attaque. Donc du coup, parfois, mettre en input cette valeur-là, et bah, ça peut trigger une XSS. Et c'est une payload que des gens mettent par défaut. J'ai un collègue qui la met par défaut, mais je pense pas que tout le monde la met par défaut. Donc du coup, c'est quelque chose d'intéressant. Il y en a d'autres, des petits tricks comme ça, de fonctions magiques qui permettent de se passer un peu de parenthèses. Ouais. C'est la ce bug suite. d'après. Ok. C'est la suite. Hop. Petite question avant la suite. Je me suis pendant très longtemps fait l'image mentale qu'en gros, de base, il y a très longtemps, tu avais les sites avec leur domaine qui pouvaient parler n'importe comment à n'importe qui, d'un site à l'autre, parler carrément, lire des fichiers de ton PC, c'était une horreur. Ils ont segmenté, il avait plus le droit de toucher à ton PC, tant mieux. Puis ensuite, il avait plus le droit de toucher à un autre site. Puis ensuite, il avait quand même le droit de toucher à un sous-domaine ou à une iframe. Il pouvait créer une iframe et la modifier. Et j'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois, il y avait le besoin de features qu'un site par un autre. Puis ils ont harden. Puis il y avait un besoin, donc ils ont fait un système de same site. Puis ils se sont rendu compte que les gens l'utilisaient mal, c'était éclaté. Puis ils ont fait un système de redirection un peu flingué ou d'iframe. Puis ils se sont dit que les gens parlaient trop, enfin pas d'une manière. Ça répondait à la feature, mais c'était insécure. Donc ils sont finis par harden le reste, créer post-message. Post-message est mal utilisé avec le système des origines mal checké quand elles sont checkées, if any. Et c'est quoi la prochaine dinguerie? Est-ce que le système des work... Est-ce que vous collez un peu à cette évolution, mais vraiment ultra résumée, ou est-ce que je suis dans les choux? Non, c'est bien. Après, je sais pas comment ont marché ces évolutions-là en termes de timeline. Ce que je sais, c'est qu'actuellement, quand il y a des modifications à faire dans le browser, ils ont justement, ils font pas mal d'A/B tests et ils ont au final une liste de tout un tas de sites d'internet. Hein, vraiment, ils scannent tout internet. Typiquement, Google, ils les ont déjà, quoi. Et ils checkent justement si la feature elle est utilisée sur ce site-là. Et si elle est utilisée, du coup, après eux, ils annoncent qu'ils vont faire une modification et ils refont des stats après, voir si ça a été modifié ou pas. Ok. Ah oui, du coup, ils regardent l'usage de la feature. C'est sur ça. tout un tas de sites. Donc ils ont une métrique pour voir à quel point les équipes de dev arrivent à suivre leur breaking change ou leur just improvements. Ouais, complètement. Encore heureux. Encore heureux. Oui, non, mais voir le niveau d'adoption d'une feature, oui. Voir à quel point elle peut être utilisée ou combien de fois tu la vois sur un site, oui. Mais avoir un système de détection pour sortir au bout de combien de temps c'est adopté, quand même vraiment avoir l'infra derrière, quoi. C'est giga important parce que sinon t'as des risques de faire des breaking change. En fait, plus que ça, c'est aussi de savoir détecter des patterns qui sont pas documentés ou ce genre de choses, des trucs qui sont devenus des normes alors que ça aurait jamais dû l'être. Ouais. Et pouvoir détecter ça, c'est aussi vachement important pour eux pour savoir, tiens, nous on n'avait pas pensé à ce use case là, mais ça a été utilisé comme ça quand même sur des sites majeurs et ce genre de choses. C'est des choses qu'on peut plus changer facilement et ça ils ont besoin de le savoir. Donc, ouais, non, mais effectivement, ça oui, demande mais de savoir au bout de combien de temps savoir que c'est adopté, que c'est utilisé, qu'il faut pas le péter. Oui, savoir au bout de combien de temps, c'est quand même un niveau de plus dans le détail. Complètement. Après, ils ont des bons serveurs quand même, Google, quoi. C'est pas... Ouais, ça va. Non, mais t'as quand même cette nécessité, tu vois, de maintenir un truc où tu sais que tu vas
chaque changement va forcément casser une partie du net et t'es obligé d'avoir des métriques qui sont super complexes pour pouvoir éviter de taper Internet complet, quoi. Ce serait quand même dommage. Marrant, ce serait quand même vachement drôle. Après Ouais, aussi, ils font ça des dépend. tests. Parfois, il y a des features qui fonctionnent, et derrière, après, comment dire, ils font un fixe, mais qui fait que la feature, elle crache pas, tu vois, par exemple. T'as un silent warning, mais ça ne crache Ouais. pas derrière. Ou Ouais, alors, ouais. ils patchent, mais ils checkent quand même que le site, au final, la feature, elle était là, mais elle ne sert, comment dire, le fait que la feature se comporte de manière différente, fait que ça va quand même pas planter derrière toute l'appli, quoi. Non, mais normal, ils font des petits rollouts Canary, ils font ça proprement. Ah, c'est clean. J'espère. Pour des browsers, enfin pour des softwares d'autant, non. J'espère. Ouais, T'es sur la bonne scène ou pas pour que je viens de fasse te le la suite? remettre. Ah, super. Donc, je rappelle quand même, du coup, si à un moment vous voulez chercher des patterns intéressants, ce pattern-là, il est super intéressant. Vraiment, le inner HTML qui mange un inner text de lui-même, ou pas de lui-même, hein, mais bon, c'est Attends, vraiment mais un bon pattern. Je pensais que tu voulais dire que tu l'avais déjà retrouvé dans d'autres rapports en tant que payload. Non, tu le trouves en tant que bout de vrai code dans la nature. Ah ouais? Ouais, Ah. moi. Ah. Ouais. Ok. C'est pas toi qui l'as mis. Quoi? Non, c'est Non, ce ça se inner, trouve complètement. des Ok. morceaux d'inner text comme ça, il y en a plein. Du coup, il y a un autre exemple qui est intéressant, parce que là, je vous parlais d'autodécode avec les inner text. Mais du coup, il y a aussi cette version-là. Alors, excusez-moi, elle n'a pas trigger. Pour je ne sais Ça quelle me raison. scandalise quand même. Les gens, ils peuvent se dire Ouais. je pioche d'un inner text parce que ça a l'air. Enfin, je veux dire, il y a marqué texte dedans. Ok, tu sais un truc un peu dangereux, mais Ça, c'est ça que. va être intuitif. Ouais, c'est parce que là, j'avais déjà créé du coup l'élément, donc il n'arrivait pas à le lire. Et du coup, celui-ci, il est intéressant aussi. C'est que quand vous récupérez la valeur d'un attribut, elle est décode aussi. Donc là, typiquement, dans le cas où vous pouvez set la description d'une image, si vous mettez la description d'une image avec en version HTML entity, et qu'après derrière lui, il s'en sert, elle sera autodécode. Voilà. C'est quelque chose qui est assez courant au final hein, sur les sites qui vous permettent d'uploader des images derrière, qu'ils vous affichent la description qu'il y avait dedans dans un champ. Hmm. Ou du rich text en vrai, tout simplement. Ouais, ou du rich text, hein, voilà. Là, c'est des exemples avec les vraies features, mais au final, tout ça marche plus ou moins aussi dans du rich text, quand vous avez des HTML injections et que y a un sanitizer bizarre qui passe dessus et qui vous dégage vos payloads. Ça, c'est Encore intéressant. faut-il avoir le bon petit sync à la fin. C'est ça. De toute façon, Donc là, là c'est pour vraiment des l'instant, gros le exemples. grep inner HTML, on peut pas le rater. C'est sûr. C'est Après, sûr, faut après, il y a regarder, plein. le contexte, mais. Il y a plein de trucs différents. Ouais. Donc ça, c'était l'exemple avec la description. Mais vous avez aussi celle-ci. Hop. Que pareil, ça trigger aussi. Qui est intéressante, c'est les datasets. Parce que ça, en général, c'est pas sanitize. Et vous allez en avoir beaucoup au niveau des applications JS. Et pour y accéder, du coup, à ce genre de données, vous avez déjà dû en voir dans l'intérieur, pendant vos pentests ou si vous faites du bug bounty. Pour accéder à ces balises-là, à ces tags, pardon, ces attributs de tag, data-quelque chose, il faut taper sur donc le nom de la balise, point .dataset, et après point du coup ce qu'il y a derrière le title. Et là, du coup, c'est pareil. Ces trucs-là aussi, ils sont autodécode. Donc c'est assez intéressant à check parce qu'en plus vous pouvez juste faire un point dataset à l'intérieur de votre code pour regarder si on a, enfin à l'intérieur de la console quoi, de la partie search. Je sais pas où est-ce qu'il est le truc de search. Je suis pas familier avec cette syntaxe. Dans un div, les data title et data plein de choses présumes, tu peux y accéder tous dans un dict qui est généré qui s'appelle dataset. C'est ça. T'en Exactement. as d'autres des petits auto j'ai que emboîteurs celui-là. magiques comme ça. Ok. J'ai que celui-là. Et du coup, voilà, si vous voulez faire une recherche de code, vous mettez point .dataset et puis comme ça vous avez la recherche. Moi, j'avoue que je fais toutes mes recherches de code directement dans Chrome. Mais bon, après, vous pouvez télécharger les codes en local et puis faire les checks sur votre interpréteur préféré. Important de le faire quand même au côté runtime et pas juste en dur. Ouais. T'en as Alors, plein qui sont ouais. récupérés, remis. Et de le faire côté Chrome aussi. Firefox, c'est vraiment de la merde pour tout ce qui est lire des fichiers JS.
Il est déminimise très mal, il lit pas bien les maps, et juste des fois il crache parce que le fichier est trop gros. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Chrome si vous utilisez Firefox pour faire ça. Bon, t'inquiète, Firefox, il va pas tarder à avoir un gros boost de maturité, engouement et utilité. Ouais. C'est Manifest V3 ? Bah, Manifest V3, ouais, Manifest V3. Je suis en train de lire le chat en même temps, désolé. Ouais, je vois ça, ouais. Je vois quelqu'un qui pose, Vas-y. pose la question du comportement dans les JS obfusqués. Moi, j'ai rarement des JS qui sont vraiment obfusqués, dans le sens où ils vont être minimize, ok, mais minimize, ça va, ça reste largement lisible, et tout sera les inner HTML, etc. Ils seront là, quoi. Si après derrière, il y a un gros truc qui est placé dessus pour scramble tout le code et que vous voyez plus du tout les fonctions qui sont utilisées du tout, là pour le coup, moi je touche pas à ça, quoi. Un petit coup de chat GPT pour demander de refaire du sens out of that. Ouais, Minifier, ça va. ChatGPT, Minifier, ça va. Offusquer, ça choque bien quand même. c'est ça, ouais, Tu clairement. peux faire des clairement, bons sens. clairement. Yep. Et du coup, j'ai un dernier exemple. Donc là, cette fois-ci, je vais faire un import de DOM Purify. Pour ceux qui connaissent pas, DOM Purify, c'est un sanitizer. Derrière, si vous lui mettez ça, payload de XSS, hop, il vous dégage les attributs qui vont pas. C'est vraiment le patch de on n'a pas pu faire autrement, on avait quand même besoin de mettre de la forme dedans. C'est ça. Et donc du coup là, je vais vous donner un contexte. Hop, le contexte d'une vulnérabilité que j'ai eue. Donc qui est ça. Voilà. Hop, comme ça, image description, on voit, on run, ça fait ça. En résultat derrière. Et du coup là, on se dit bon bah ok, mutate XSS. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montre rapidos. Mais là, puis quand vous êtes dans un text area, donc vous dites ok, à l'intérieur de la description, je ferme la text area, et puis après derrière, je mets mon petit image source on error et c'est fini. Ok. Le problème, c'est que vous avez cette contrainte là. La contrainte, c'est que vous pouvez pas sortir du tag, et vous pouvez pas non plus mettre de chevron. Et bah du coup, les tricks que je vous ai montré avant, ça permet de contourner ce genre de problème. Typiquement, si vous faites un DOM Purify de cette string là, logiquement, il la sanitise pas puisqu'il n'y a rien à sanitize. Hop. Mais suivant si à quel sync c'est passé après, alors tu text into inner et zoom. Et du coup, il y a après des trucs vraiment intéressants. C'est que du coup, par contre, si vous utilisez ça... Alors attendez, la description, on va la mettre comme ça. Voilà. Imaginez que la description, c'est la payload qu'on a mis là juste avant. Si vous faites ça, vous allez voir que magiquement, ce truc-là, comme il va se retrouver à l'intérieur d'un attribut, DOM Purify va l'autodécode avant de nous le retourner. Voilà. Et donc là, vous avez plus cette chaîne-là. On a vu que typiquement, il nous retournait la même avant parce que il était dans un contexte de chaîne normale. Mais là, comme il voit une chaîne, exactement cette chaîne-là, à l'intérieur d'un attribut, et il va la retourner, mais en déchiffré. En décodé, pardon. En décodé. Et donc du coup, ça va vous permettre de contourner un contexte où on vous autorise pas à mettre des tags. Donc c'est si les tags ils sont supprimés ou désactivés. Et ça marche aussi si c'est déjà encodé par défaut. Mais le truc, c'est que si c'est déjà encodé par défaut, vous n'avez même pas besoin de comprendre le comportement parce que derrière, ça va déjà le décoder, etc. Là, tout l'intérêt, c'est que la payload, justement, que vous rentrez, ce sera celle-ci à la fin. Une payload qui n'est pas une vraie XSS, initialement. Du coup, pour audit du DOM Purify, la strat, c'est pas d'audit le DOM Purify, c'est d'audit juste qu'est-ce qui est fait par les valeurs de retour du DOM Purify après avoir mis des trucs pas trop agressifs. Ça et le contexte qu'il y a autour, parce que là typiquement ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a un gros texte area dégueu autour qui est vachement quand même sensible au mutate XSS, quoi. C'est l'exemple de base de la MXSS. Et typiquement du coup ça donne ça, hein, si on le run en vrai, ça donne ça. Et donc là il y a une XSS qui pop, je sais pas si ça s'est bien vu, et on voit en effet que text area il est bien fermé par celui-ci, qui s'est fait des codes du coup, parce que notre description à la base c'était celle-là. Ah oui, non, mais là, du coup, t'as vraiment le retour d'un sanitize. Il n'est pas utilisé juste mis dans une page, mais ça suffit avec le contexte. Ouais. Ah oui.
Non, là il est utilisé ici, regarde. Oui, mais du coup, là, il est... Ah non, ok, il est utilisé il est placé dans l'inner HTML. Ah ouais, il est placé dans les Oui, images. oui, oui. Non, non, Faut quand même y a un moment qui est du trigger. Puis là, pour le coup, Dumpurify n'est pas au courant du contexte du texte Exactement. ARIA avant-après. Et comme c'est contextful, ça manque un step de sanitize du texte ARIA. Typiquement, Donc, là, de si base- le text area, je l'avais mis à l'intérieur du sanitize, et bah toutes les balises qui sont à l'intérieur, il les aurait encodées par défaut. Ouais, mais du coup, comment tu sais, en tant que bon utilisateur du Dumpurify, qu'est-ce que tu as le droit de mettre autour ou pas? Tu sais mets rien, pas. tu passes tout dans Ouais, Dumpurify. c'est ça. Ouais. Ouais, mais si tu passes tout, tu vas pas passer ta page entière dans Dumpurify si tu as des usages Non, de mais- JS avec un vrai besoin derrière. Non, mais par contre, ce que. Ouais, non, en fait, non. Tu fais juste pas ce genre de choses. Ok, résultat Voilà. Dumpurify, écoutez, best effort si vous n'avez pas d'alternative, ça fait un bon taf, mais il faut l'utiliser en sachant. C'est quoi le bon et le mauvais utilisateur? Écoutez, je pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais utilisateurs de Dumpurify. Non, je pense que ce que tu peux faire, par contre, c'est que tu le passes dans Dumpurify et tu lui dis que TextArea est autorisé, et puis dans ce cas-là, il va te laisser ton TextArea tranquille et il va sanitize ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais Tout à si tu fait. dis que TextArea est autorisé, tu vas pouvoir break out du TextArea. Pas s'il est dedans. Il faut quand même que tu le mettes dedans, là, dans l'exemple de Blacklist. Faut quand même que Ok, tu mets là, dedans. Ouais, mais du dans coup, il le y a to rien. sanitize, il y a le text area à l'intérieur. Quid de ce qui sera en dehors du TextArea? Quid de ce qui va wrapper le reste de ton sanitize? Je veux bien que Bah, il va TextArea filtrer soit le pour qu'il y ait pas prédécole pour les d'XSS. mutantes. C'est ça. Hmm. Il va filter pour pas qu'il y ait de XSS. Oui, Tu vas mais avoir si une t'as- HTML injection ou quelque chose, au mieux. Ouais, mais si t'as quelque chose aussi perméable ou presque que le TextArea en dehors, il y avait un super du coup Ah, write-up Ah, attends, c'était pas ZK. Ah, je vais dire des bêtises. Durant la Drink Club Share, quelqu'un a fait une super fraise. Je suis désolé, je paye le crédit sinon j'abuse. Je peux te piquer l'écran un instant, Galu? Bah, moi, j'ai fini du coup de mon côté, donc c'est bon. Hop, hein. Je vais te le rendre. J'ai fini. Top. Chop chop. Et du coup, c'était. Permet, parce que vraiment, c'était ultra close tout ça, où il a eu le même cas de Dom XSS. Et on a dit, yes, petit leak, ça fait plaisir. Prenez des idées de musique, hein, il y a plein de trucs chouettes. Donc, voilà. Du coup, chop chop. Histoire de payer le vrai crédit, la partie Dom XSS de mémoire. C'était. Pas du tout. Pas du tout. Croyez-moi, ça vaut le coup d'attendre. Celle-là. Celle-là, et du coup, c'était Maltemo. Sorry. Et donc, Maltemo, il présentait ce petit write-up d'une DOM XSS à base de DOM Purify. Et concrètement, tout le plot twist, spoil des os, c'était qu'il manquait un tout petit bout de chevron fermant pour le body, qui fait qu'il y avait moyen de faire de la mutante XSS avec ça. Mais le DOM Purify, je veux dire, il y a zéro text area, c'était pas du tout le trip, et donc le contexte vraiment ultra méta wide de la page fait que si tu mets toute ta page, t'as pas de JS. Si tu mets qu'un bout de ta page, qu'elle est bien formée et pas de trucs pro non mutantes, ça peut bien se passer, mais globalement, j'ai l'impression que c'est DOM Purify qui était vu un peu en tant que salvateur a quand même tout un tas de petits drawbacks. C'est pas un drawback de DOM Purify en fait. C'est un drawback de t'essayer de faire quelque chose qui est fondamentalement insécure et tu comptes sur une lib pour va avoir besoin d'un contexte pour essayer de te sauver. Ouais, mais si tu donnes tout le contexte à la lib, du coup, il faut que tu whitelist tes scripts qui ont des ID spécifiques avec des nonces, mais sauf que ton whitelist, il est côté front-end, donc les gens pourront aussi essayer de l'écraser, à moins que tu fasses de la crypto asymétrique dans le front, c'est complètement éclaté. Mais effectivement, après, tu dois faire attention quand même à ce que tu veux ajouter. DOM Purify, ça reste pas une solution miracle. Tu dois passer quelque chose qui a du sens. Ouais. Tu as quelques pièges à éviter. Mais ça peut pas faire de magie, ça c'est clair. Du coup, j'ai mis sur le Discord toutes les payloads que j'ai utilisées si vous voulez jouer avec de votre côté sur le navigateur. Et au moins, ça vous permettra de garder les idées. C'est gentil de pas les avoir mis sur le chat Twitch. Ça aurait fait des bêtises peut-être. Ce serait grave drôle en vrai. Don't spam, mais si un jour il y en a un qui arrive à sortir une petite payload en live, c'est drôle. C'est beau délire. Don't. Les termes of service, don't. Qui veut enchaîner? Je peux prendre le relais peut-être. Hein. Vas-y. Feel free. En sachant qu'on est toujours sur la partie vos plus beaux bugs et savoir le petit 1, petit A.
On prend le temps Ouais. pour la technique. Ça sent le minuit. Ça sent le minuit. Vas-y. Ouais, pour le coup, moi, c'est pas non plus mes plus beaux bugs. De toute façon, j'ai pas pu disclose grand chose. Mais je vais vous parler de quelques petits bugs qui sont pour moi sympas et qui sont pas toujours check en vrai en bug bounty de ce que je vois. Alors, on va share le screen. Je t'en prie. Dis-moi quand tu y es. Pipela, pépopo. Alors, je me retire le label, je te donne le label. Faya, tu es live. Enfin, ton écran est live. Ok. Yes. Alors moi je voulais vous parler des reverse proxy. Alors en fait non, je voulais vous parler des différentes couches que peut constituer une infra relative à un site web, puisque en fait c'est des éléments que j'aime bien tester et qui sont pas forcément checkés. Mais ce n'est que mon avis en tout cas en bug bounty. Alors pourquoi j'aime bien les reverse proxy? Parce qu'en fait c'est un peu un nid à bug et que c'est surtout c'est déployé partout en fait. Des reverse proxy on en croise partout sur chaque target pardon. Et on peut avoir tout type de bug, donc que ce soit de la passe transversale, de l'access control, du smuggling ou de la SSRF. Skydor. Pardon? Idor. Idor? Non, en fait, quand je parlais des access control, c'est que j'ai déjà croisé, j'ai déjà entendu des amis parler de contrôle d'accès en fait qui était fait au niveau des reverse proxy, mais qui était pas forcément normalisé sur les différents load balancers. Et donc, si vous envoyez par exemple la même requête 500 fois sur un 403 Forbidden, il y en avait une parmi les 500 qui vous répondait 200 avec la réponse full. Autorisé comme si de rien n'était, donc ça peut être intéressant. Donc moi je vais vous donner deux exemples d'abus de reverse proxy. Le premier exemple constitue en fait un abus de reverse proxy qui nous permettait d'accéder à une infra en fait qui n'était pas disponible sur internet de base, qui n'était pas forcément exposée. Donc pour le coup ça c'est un bug que j'ai trouvé en collaboration avec Kuromata et Blacklist qui est ici présent. Donc tout a commencé à partir d'un open proxy. Donc ce que j'appelle un open proxy, c'est un reverse proxy qui me laisse requêter en fait tous les hostnames dont lui a accès. Et donc ça nous permettait d'accéder à beaucoup d'applications différentes. Ça élargissait le scope d'une manière considérable. Et puis donc on a pu toucher des applications de pré-prod et de prod en même temps. Petite question pendant que tu déroules. Énumération pour les sous-domaines du reverse proxy, énumération de domaine, IP, vous avez un moyen de demander tout ce qui pouvait être desservi derrière pour éviter de tomber le truc en scannant salement? Non, alors pour le coup, sur l'IP, sur l'IP en question, on a fait tout un check au niveau des certificats SSL et des historiques DNS sur l'IP en fait pour trouver quel hostname ou en tout cas quel nom de domaine, quel FQDN aurait pu être utilisé ici auparavant. Et donc en fait en listant ces différentes informations sur l'infra, en fait on a créé une base de sous-domaines qui auraient pu être accessibles depuis cet endpoint là et on a fuzz. Donc on a fuzz en ayant, si vous voulez, en fait, on n'a pas pris les wordlists d'asset note avec les 9 millions d'entrées pour brute forcer les sous-domaines. C'est qu'on a trouvé les hostnames dont il était question. On a énuméré sur internet en fait les DNS records qui existaient sur ces différents hostnames. Et ces résultats-là, on les a brute forcés sur l'open proxy. Et donc passive info, un petit peu de shuffle et feu. Voilà, c'est ça exactement. Et donc tout ça, ça nous donnait accès à beaucoup d'applications qui n'avaient plus de record DNS à l'heure actuelle sur Internet. T'avais encore un système de cache. Attends, ils n'avaient plus de record DNS accessible par Internet, mais les DNS ils résolvaient encore. Il n'y avait pas de cache en interne, oui. Proxy. Lui, il pouvait y accéder en interne, donc j'imagine que le DNS chez lui fonctionnait. Par contre, il y avait des hostnames qui avaient plus rien en cache sur internet quoi. Ça ou simplement des vhosts.
Des VOS qui pointent vers des simplement des conteneurs ou VOS, des trucs comme ça. Clairement. C'est juste des VOS. Voilà, donc avec un petit peu de recon, on a trouvé une appli qui tournait sur Symfony avec le debug mode qui a été activé. Donc ça ressemble un petit peu à du hack the box, mais c'est le cas. En l'occurrence, on n'avait pas de fragments. Dommage, on n'aurait pas pu utiliser les belles techniques de CF Real, mais le profiler était présent, et donc c'est ce qui nous permettait en fait de leaker les différentes routes qui étaient établies sur l'application. Dans ces différentes routes, on trouve donc un endpoint qui semble jouer avec le file system. On essaye de jouer avec, on génère une erreur. Le mode de debug est activé, donc on obtient le code sur lequel on fait une erreur, et puis en fait on se rend compte que ils ont interchangé les points avec des caractères spéciaux en fait. Et donc en fait le fait de savoir ça nous a permis de faire un pass transversal vers il me semble que c'était un file get contents, enfin en tout cas un code qui nous retournait le contenu d'un fichier local. Et avec donc ce file read, on a pu récupérer toutes les différentes configs de Symfony, donc le parameters YML, le database, etc. On a pu aussi trouver du Git et puis des clés SSH qui étaient disposées un petit peu n'importe comment, notamment à travers le Git. Donc ça typiquement c'est un bug qui on part d'un open proxy. Cet open proxy nous ouvre un petit peu les portes de l'infra du client. On exploite une pré-prod en debug mode, et puis avec cette vulnérabilité on récupère des clés SSH qui nous permettent de nous connecter à d'autres machines.